Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'après-coronavirus et pour vous parler du défi des particules fines. Alors comme vous l'avez vu, vous qui me suivez, j'avais annoncé à peu près 3 semaines avant que les scientifiques et que l'équipe de scientifiques italienne dénonce les particules fines comme un des principaux facteurs aggravants de l'épidémie de coronavirus. Donc vous avez vu que j'avais fait une vidéo avant où j'avais tout simplement superposé des cartes et expliqué qu'il y avait une corrélation certaine, parce que vous avez des dizaines de cartes qui se superposent sur les zones d'explosion, on va dire de cluster, et les zones de particules fines. S'il y en a une ou deux, ça va, mais si ça commence à tirer beaucoup plus de cartes, c'est qu'il y a visiblement une corrélation. Alors ces scientifiques ont approfondi ce que j'ai dit, puisque eux ont dit que c'était l'inflammation des poumons générée par les particules fines, qui générait une fragilité, peut-être une réaction plus inflammatoire avec le virus en particulier, mais aussi que le fait que le virus utilisait les particules fines comme vecteur de propagation en se collant sur ces particules fines, qui sont des particules principalement dans les agglomérations de combustion des moteurs et aussi du fonctionnement des usines. Alors, c'est évident qu'il y a un lien. Ça a été bien mis en avant par cette équipe financée par le gouvernement italien, cette équipe de chercheurs italiens. Donc je suis content de l'avoir annoncé avant. Donc, mais ma voix porte moins, mais elle porte quand même énormément sur mes réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à me suivre tout de même, puisque j'ai une chaîne qui a pas loin de 90 000 abonnés. Mais ce qu'il faudra faire après, c'est cette épidémie de coronavirus qui permis de voir qu'on pouvait en fin de compte arrêter une économie mondiale pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sacrifier une productivité délirante pour essayer de sauver des individus, pour essayer de sauver les hommes. Et en mettant ce virus, en mettant le doigt sur les particules fines, donc sur cette pollution particulière qui est vecteur de transmission de virus, en plus d'être un agent qui fragilise les individus face aux bactéries, mais aussi aux virus, comme on peut le voir. Ce virus nous permet de nous poser une question sur comment, justement, à l'avenir, avoir des conduites prophylactiques, des attitudes pour empêcher l'explosion des futures probables épidémies. Donc comment avoir une attitude intelligente. Alors, il faut savoir que si j'ai été en avance sur les chercheurs, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'histoire des particules fines, c'est quelque chose qui me concerne depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 20 ans que j'avais étudié le sujet des particules fines, et je m'y étais énormément intéressé parce que je l'avais subi. J'avais subi ces particules fines avant qu'on s'aperçoive, que l'OMS s'aperçoive que ces particules de calamine, donc de combustion essentiellement des énergies fossiles, donc que ce soit des feux de bois, des productions d'électricité par charbon, bien qu'il y ait des filtres bien sûr là-dessus, mais pas sur les cheminées pour les feux de bois, mais sur les cheminées d'usine il y a des filtres, surtout des filtres avec des diatomées, je vous en parlais, ou pire encore la pollution des diesels. Alors en particules fines, il faut savoir que les nouveaux diesels n'émettent pratiquement plus, ou n'émettent pas de particules fines, ce sont les anciens, mais il y a encore dans le cheptel automobile français énormément de diesel ancien modèle. Alors il y a un nouveau problème avec les diesels, mais qui est en train d'être résolu. Mais le vrai problème, c'était les particules fines, qui est de loin, il faut le savoir, au monde, la pollution qui fait le plus de morts. Il faut savoir que les particules fines, la pollution automobile, en tout cas la pollution atmosphérique, il faut savoir qu'elle est générée principalement par les particules de combustion, les résidus de combustion, génèrent en France 40 000 morts. Alors la France est le mauvais élève, alors c'est énorme
par rapport au coronavirus, puisque vous voyez que les chiffres de la pollution particulière des morts sont bien plus élevés que les chiffres des morts du coronavirus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas lutter contre le coronavirus d'une façon drastique. Il faut savoir que ces particules fines génèrent jusqu'à 400 000 morts. Essentiellement ça, c'est la pollution atmosphérique, mais on va dire que c'est globalement la pollution particulière. Il y a aussi des pollutions gazeuses comme la pollution au dioxyde d'azote, le NOx comme ils mettent, qui est issu des gaz, de la combustion du diesel, mais c'est d'autres pathologies qui sont plus importantes au niveau des gens qui sont très près de ces gaz, mais ces gaz se dissoutent dans l'air et c'est vraiment quand on est proche. Mais les particules fines restent et ça nique tout le monde dans les agglomérations et surtout les gens qui habitent près des axes où il y a beaucoup de voitures et vous avez énormément de morts. Donc en Europe, cette pollution particulière génère 400 000 morts. Imaginez 400 000 morts rien qu'en Europe, c'est l'équivalent d'une énorme épidémie. Donc, et on passe ça sous silence. Alors moi, j'avais été confronté, c'est pour ça que j'étais en avance sur cette observation, qui a été relayée ensuite par les Italiens, en s'apercevant que la plaine du Pô était un chaudron à particules fines, à cause de la configuration géographique du tissu industriel et de petites villes qui étaient les unes à côté des autres, et aussi les vents dominants du sud qui bloquaient contre les contreforts des montagnes du nord cette pollution particulière qui ne pouvait pas s'échapper et qui fragilisait les gens, qui en plus dans cette condition d'épidémie favorise la transmission de ce Covid-19 qui a cette particularité de pouvoir se fixer, d'être très contagieux sur certaines particules fines. Donc il est aéroporté, mais dans certaines conditions, comme je l'ai expliqué. C'est pas en se baladant dans la rue comme ça que vous allez l'attraper, mais par contre dans un lieu confiné, avec beaucoup de particules fines et des gens qui vont tousser, vous risquez à plusieurs mètres de l'attraper parce qu'il y a justement un ensemble de facteurs qui vont faire une bombe diffusant du virus. Alors comment je m'étais aperçu? C'est tout simple. Quand j'étais jeune, j'étais passionné de fossiles. Et j'étais allé avec mon père dans une carrière à Saint-Bosile, une carrière française, pas loin de Grenoble, pas très loin de Grenoble, quelques dizaines, cinquantaines de kilomètres, peut-être centaines de kilomètres, qui était une carrière faite de diatomées. Diatomées, ce sont des micro-organismes qui s'accumulent au fond des lacs en général. Alors là, c'était un cratère volcanique et sur des milliers d'années, les diatomées se sont accumulés dans un cratère volcanique, de volcan qui s'était transformé en lac. Et c'était une grosse carrière qui fournit une roche de diatomée. C'est une roche, vous prenez une broche comme ça, vous pouvez la soulever, la jeter, c'est très léger, ça c'est particulièrement très léger, il y a plein de fossiles dedans, des poissons, des feuilles, des insectes, c'est relativement récent. Et j'étais allé chercher beaucoup de fossiles, et c'était étonnant. Et ces diatomées, je crois qu'il y a même un musée dans le coin, servent à faire des filtres antiparticules pour les masques et pour les particules de combustion, et particulièrement pour les fumées d'usines, pour rendre les usines compatibles et pas trop, qui ne polluent pas trop, qui n'envoient pas du noir partout. Ces usines, bien sûr les gaz passent quand même, mais bien sûr ça arrête les particules, c'est qui est de loin le plus dangereux, encore plus dangereux que les gaz, bien que les gaz maintenant c'est quand même dangereux. Alors ensuite j'ai habité à Paris, j'étais sur un axe où il y avait peu de voitures et ils ont inversé la circulation, ils ont transformé mon axe, qui était un axe à deux sens, peu fréquenté, c'était genre avenue Jean Moulin dans le 14e, j'étais au 2e étage, ils l'ont transformé en axe rouge. Et en axe rouge, c'est-à-dire c'est là où les voitures quittent Paris. Et je me suis retrouvé avec une circulation intense de voitures, matin, midi et soir, aux heures d'affluence, alors essentiellement matin et soir, quelque chose d'horrible. Et je me suis trouvé confronté à cette pollution particulière qui rentrait partout. Et pendant un an et demi, j'ai dû fuir. C'est pour ça qu'après, j'ai trouvé, grâce à mes amis grecs, un petit appartement rue Mouffetard qui me l'ont loué. Et j'ai dû fuir cet appartement parce que je finissais par tousser en permanence, je ne pouvais plus respirer. Je commençais à cracher en permanence de la poussière noire, et en finissant par cracher du sang, et je m'étouffais en permanence. Et là, j'ai vu la dangerosité des particules fines. À ce moment-là, j'ai appelé
je me suis posé des questions, je me suis dit, mais c'est ça le danger, il n'y avait pas de danger là-dessus avant, on polluait, mais ça ne posait pas de problème. Il y avait une politique française sur le tout diesel à l'époque, parce que le moteur diesel n'était pas la généralité en Europe, et les Français avaient essayé de baisser les taxes du diesel pour relancer les constructeurs français en leur faisant construire des diesels et faisant acheter aux gens des voitures diesel. Alors c'était un bon calcul, un mauvais calcul, sauf qu'il n'y avait pas de filtre à particules à l'époque. Et là je me suis aperçu, je me suis dit mais c'est pas possible, ce sont les particules, et j'ai pensé à ce moment-là à Saint-Bosile, cette mine, et j'ai dit, mais il faut des filtres à particules amovibles qu'on met à l'intérieur, qu'on met à l'arrière des pots d'échappement et qu'on enlève quand ils sont saturés de particules et qu'on change à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai fait tout un dossier avec les types de filtres. Ça augmentait très peu la production des moteurs en gaz, hein. Ça augmente la compression un peu du moteur, mais très peu. Et à ce moment-là, j'ai appelé, il n'y avait pas d'internet à l'époque, il y a plus de 20 ans, hein, non, s'il n'y a pas 25 ans, 27 ans, j'ai appelé PSA, c'était pas PSA, je crois que c'était Peugeot à l'époque, et j'ai eu la secrétaire qui m'a dit, attendez, c'est pas nous, je vais vous passer, et j'ai eu Peugeot, le service de construction, qui m'a dit, écoutez, je vous envoie au service des pots d'échappement. Et là, j'ai eu le service des pots, et je les ai appelés, puis là, avec eux, j'ai discuté, j'ai tout de suite eu un gars très sympa, sûrement un jeune, et j'ai dit, écoutez, j'ai une idée qui est très bonne, j'ai pas les moyens de la réaliser, parce qu'il faut des brevets et tout, on peut pas mettre un brevet sur un filtre, ça existe depuis la nuit des temps, depuis Mathieu Salem ou Mérobe, et j'ai dit, écoutez, j'ai un système qui est excellent, parce que c'est la pollution des particules, c'est terrifiant, il faut mettre des filtres antiparticules sur les voitures, et il faut les mettre à l'arrière des pots d'échappement, et quand on rentre en ville et obliger les gens à les mettre, il faut faire des directives européennes sur les constructeurs pour pouvoir adapter des fixateurs pour mettre ces filtres et les enlever tous les mois avec l'État ou les villes les rendent obligatoires avec une couleur différente tous les mois, et vous les enlevez après quand ils sont saturés en pot tous les mois et demi, vous en rachetez comme ça, taxes pour les villes, elles s'en mettent plein les poches, et en plus vous avez plus de particules fines là-dessus. Là les mecs m'ont dit putain l'idée est géniale. Putain, c'est génial, comme ça, allez, merci monsieur, putain, l'idée est formidable, on va y travailler, c'est une idée fabuleuse. Alors moi, je pensais que j'avais trouvé l'idée, mais bien sûr, c'est quasiment impossible à mettre en route, cette histoire d'homologation de tous les pots de toutes les marques, puisque il faut des directives françaises, des directives européennes, les voitures sont importées dans tous les pays d'Europe, donc à l'époque, c'était pas possible. Mais ils ont quand même travaillé, Peugeot a travaillé là-dessus, et a travaillé avec une idée différente, où il a fait le pot à particules, le pot antiparticules, qui est un pot dans lequel il y a de la céramique microporeuse qui permet de bloquer les particules, et en plus avec la chaleur de les détruire en petites particules, et à ce moment-là de les bloquer à l'intérieur. Alors le problème c'est que c'est bien, c'était impossible de faire autrement, mais ça n'a pas l'efficacité des pots qui s'enlèvent, mais ça n'a pas le même coût, même si les gens sont obligés de les changer. Et le problème, c'est que ça augmente, ça marche à forte, quand le moteur est à fond, donc sur longue distance, et moins en ville. Donc ça bloque en ville les particules. Les diesels modernes ne mettent plus du tout de particules. Mais le problème, c'est que ça augmente la production de dioxyde d'azote. Parce qu'il y a trop de compression dedans, je pense, et puis c'est une histoire de combustion, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Moi, j'avais juste vérifié les filtres à particules. Donc, ils ont fait ce pot, et voilà que 2 ans après, moi, j'ai pas les moyens, je vois apparaître en face d'où j'habite, rue Mouffetard, une grande affiche avec Peugeot, la première voiture avec un filtre anti-particules. Et j'étais fier, parce que j'ai pas touché un centime là-dessus, mais je suis tombé sur des gens intelligents qui ont su écouter ce que j'avais dire, qui était lucratif, et l'adapter aux besoins de l'époque. Et on peut dire que Peugeot a été le premier à sortir un pot antiparticules. Je me souviens de la pub, il y avait une voiture avec un pot, et derrière on voyait des fleurs qui sortaient de son pot, le pot qui respecte l'environnement, antiparticules. Mais c'était assez génial comme idée, pas aussi efficace que ce que j'avais dit, mais vraiment génial. J'ai pas touché un centime, je m'en fous un peu, j'avais pas les moyens de déposer, mais j'ai une certaine fierté d'avoir participé, même si c'est pas ma technique, celle que j'avais proposée,
les brevets ne m'appartiennent pas puisque les filtres existent déjà, mais ils ont préféré faire le pot à particules qui a été en céramique, le pot catalytique qui fait une combustion ensuite des particules. Ils l'ont pris, puis ça a été repris par tous les constructeurs ensuite, mais PSA est le premier à avoir lancé le pot à particules sans directive européenne, sans directive française. Et j'étais un peu triste de les voir sur Antenne 2 se faire attaquer par une journaliste. Après, ils sont calmés quand même en disant oui, pourquoi vous avez pas... Et puis vous polluez quand même les diesels. Puis les gars, leur disaient attendez, on a eu 100 directives quand même, on a fait le premier pot. Alors moi, je suis fier d'être derrière cette idée, puisqu'indirectement, j'ai sauvé la vie de milliers de personnes. Donc moi, personnellement, quand je me regarde dans la glace, je suis heureux de le faire. Donc, si vous comprenez, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a des gens intelligents qui m'ont écouté, donc des jeunes dans un bureau d'études, et c'est surtout que j'ai été guidé par le monde ou par Dieu, par deux choses. Mon père qui m'emmène sur une carrière de diatomée, où je comprends les filtres et le système des filtres, et ensuite, Dieu ou le monde qui me met en face des particules et qui fait que je tombe malade avec les particules. Et ensuite, je décide d'essayer de trouver un moyen, et j'appelle PSA, et là, je tombe sur des gens ouverts. Et cette vidéo vous montre aussi un peu comment le monde où Dieu vous parle, il ne vous parle pas avec un ange brillant qui vient du ciel et qui s'adresse à vous. C'est un symbole. En vérité, il s'adresse à vous, le monde, par votre vécu. C'est votre expérience de vie qui fait qu'un jour, vous avez l'idée géniale et que vous trouvez quelque chose. Je suis confronté aux particules et avant, je découvre la carrière de diatomée de Saint-Bauzile. Et ensuite, j'appelle des personnes qui étaient ouvertes à ce moment-là. Je ne sais pas si ça pourrait se passer maintenant, mais c'est pour ça que les pots à particules sont arrivés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut se mettre en place après le coronavirus, c'est toute une politique européenne contre les particules, pour lutter contre les particules, en sachant que ce ne sont pas les diesels en eux-mêmes qui polluent. La pollution particulière des microparticules est plus importante maintenant par l'essence, parce qu'ils polluent peu, mais ils sont plus nombreux à émettre sans ce filtre. Alors je crois qu'il y a quand même des filtres qui commencent à se mettre, mais c'est une pollution dangereuse aussi de particules, bien qu'il y ait moins de gaz, et c'est cette pollution particulière qui fait le plus de dégâts en Europe. Dans les 400 000 morts de la pollution, on doit bien en avoir 350 000 qui doivent être liés aux particules, voire 300 000, 350 000, donc la grande majorité. Asthme, cancer, irritation des poumons, c'est une catastrophe. Ça fragilise des enfants, ça tue les personnes âgées, ça fait des asthmatiques à vie, ça génère une quantité industrielle de cancer par inflammation des poumons qui génère ensuite des cancers. Donc il faut mettre une politique visant à instaurer à l'entrée des villes, pour les voitures, pour les camions, des filtres à particules qui empêchent la sortie de ces particules pour les voitures diesel, par exemple. Le diesel, l'essence, on en a toujours besoin. Du tout électrique, c'est quasiment impossible à faire maintenant. On a beaucoup d'essence quand même. Mais il faut aller sur une politique à zéro particule, que ce soit pour les usines ou pour les voitures. Donc, il faut faire ça, bien que les nouveaux diesels, avoir une politique extrêmement rigoureuse pour empêcher les diesels qui polluent encore. Et on voyait les gens, alors évidemment, les voitures, on est obligé de changer les pots antiparticules, les pots catalytiques, souvent, et les gens vont pour pas les changer, pour pas abîmer, ça abîme le moteur, pour pas avoir des casses dans le moteur. On voit les gens qui achètent des grosses berlines allemandes qui mettent zéro particule, ou des gros 4x4 qui mettent aucune particule, et on les voit casser leur filtre à particules en douce pour conserver leur moteur, ce qui est une aberration, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur grosse voiture sans filtre à particules tue les gens, plus que le gaz. Alors, ces particules, on les retrouve essentiellement sur les zones les zones de passage. Alors, les bateaux polluent plus avec les particules, mais dans l'océan, c'est dilué, et quand il y a les pluies, ça tombe, ça disparaît. Donc, les particules sont extrêmement dangereuses sur les carrefours, sur les lieux de passage, dans les agglomérations, dans les villes où il y a une concentration de voitures. Si vous êtes à la campagne avec un pot à particules, un pot diesel, ou un pot qui émettrait quelques particules, ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand il y a une concentration de voitures dans une zone d'habitation, sur les avenues, les gens qui tombent malades, des particules essentiellement, c'est les gens qui habitent près des axes, où il y a des voitures, près des périphériques, près des freeways, comme ils appellent ça aux États-Unis, et qui reniflent cette merde de
particules de suie, de combustion, de calamine. Donc ça, il faut vraiment lutter contre ça. Alors ma vidéo va peut-être bientôt s'arrêter, mais de toute façon j'aurais dit l'essentiel. Donc il faut des directives européennes pour intégrer à l'arrière des pots des filtres antiparticules, que ce soit les pots des voitures, remplacer ce pot catalytique qui ne sert pas forcément à quelque chose, mais qui peut être remplacé par des filtres à particules interchangeables à l'arrière des voitures. Et ça serait formidable parce que ça vous enlève tous les risques. Et sauf que maintenant, il faut bosser sur sur le réglage des moteurs et une façon d'éviter les dioxydes d'azote. Le dioxyde d'azote étant le problème de la consommation de la consommation. Le problème qui va avec les filtres antiparticules, c'est que ça augmente par la combustion. Alors ça, avec mon filtre, normalement il n'y a pas ce problème, mais avec les filtres catalytiques normaux, ça augmente la production de dioxyde d'azote qui crée, alors pas ça crée des irritations de poumons, mais ça crée surtout ce gaz est toxique, des problèmes cardiaques, des accélérations du rythme cardiaque et des problèmes de mort pour les gens qui sont cardiaques, des contractions de vaisseau, des contractions. Alors mon pote le doc pourra faire une vidéo là-dessus. Le doc, si tu vois ma vidéo, spécialiste en cardiologie, peux-tu me faire une vidéo sur la pollution et les problèmes cardiaques? Ça serait cool, alors pas aux particules, mais dû au gaz d'échappement. Je te le demande, toi qui es en première ligne actuellement en train de soigner les gens dans les hôpitaux et qui fait même le tri actuellement des gens à soigner et pas à soigner, intubés, pas intubés, à laisser mourir ou pas laisser mourir à cause de cette épidémie. Donc voilà ce que j'avais à dire. Il y a d'autres choses très intéressantes à faire. Donc des normes européennes pour bloquer les particules à l'arrière des voitures pour que toutes les villes obligent les gens à avoir des pots des pots antiparticules, c'est-à-dire des filtres antiparticules qui s'enlèvent et qui se remettent, donc qui se changent très rapidement, c'est-à-dire qui se changent tous les mois, tous les 2 mois, ça coûtera cher, mais ça donnera de l'argent aux villes en même temps, et ça sera un acte citoyen et qui protégera la planète. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir des voitures qui passent d'un moteur thermique à un moteur électrique en ville. On peut très bien faire ça aussi sur les camions qui livrent, de gros moteurs pour livrer un peu partout, et dès qu'ils rentrent en ville, ils vont passer au moteur électrique. Il y a d'autres choses, mais ça, il faut des normes européennes, l'imposer précisément à tous les transporteurs routiers, des camions à 2 moteurs, un électrique, un diesel. Et ça, avec notre épidémie de coronavirus, on voit qu'on peut faire tout le monde s'allier, on voit qu'on peut arrêter les économies de mois, donc on voit qu'on peut s'unir pour le bien et l'avenir de l'humanité. Donc des moteurs pour les gros camions, on ne peut pas être passé à tout électrique, mais on peut passer là-dessus sur à moitié diesel, à moitié essence, ces gros moteurs, à moitié électrique, ces gros moteurs électriques prenant le relais dans les agglomérations pour que les camions ne polluent pas les gens. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à faire. On peut aussi dans ce domaine-là, pour éviter la pollution particulière ou éviter la consommation d'essence, mais ça, c'est moins risqué, la pollution particulière sur les autoroutes, puisqu'en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent à côté, c'est enlevé par le vent, et après, avec les pluies, ça va, ça part. La pollution particulière est extrêmement dangereuse quand il y a confinement et quand il y a zone de bassin, comme dans certaines zones, comme l'Italie du Nord, le bassin du Nord-Est, le bassin de Mulhouse par exemple, les villes qui sont dans des vallées où ça ne peut pas s'évacuer, ou comme les villes du nord d'Irak qui sont des bassins à coronavirus parce qu'il y a une pollution, ça ne s'évacue pas. Pareil, même configuration à peu près qu'en Italie, et pire parce que vous avez encore plus d'essence parce que c'est un producteur d'essence. Et c'est bloqué contre les contreforts des montagnes où il y a Téhéran et l'autre grosse ville. Donc c'est terrifiant, et ça augmente la propagation du coronavirus, ces particules et ces inflammations des poumons. Donc il y a plein de choses à faire après l'après-coronavirus. On peut aussi mettre des caténaires, des camions électriques avec des caténaires qui vont se déplacer par exemple sur l'autoroute, et à ce moment-là être un mix et des ailes et avoir le moteur électrique qui marche avec des caténaires sur les autoroutes, un peu comme des trains ou des tramways. À ce moment-là, ils auraient une file à gauche sur les autoroutes qui leur serait réservée, ou à droite, plutôt à droite, où ils rouleraient avec ces caténaires. Alors il paraît qu'il faut une évacuation au sol, mais il y a tout le temps moyen de la trouver aussi. Donc ça demande des directives européennes, et ça demande que des États se mettent en accord pour créer des camions et des autoroutes qui
qui soit identique sur toute l'Europe, donc des autoroutes électrifiées qui marchent avec les camions qui ont des normes européennes. Hein, ça serait même turc, au passage, beaucoup de constructeurs de camions turcs en Europe, hein, donc il faudrait des normes qui dépassent même l'Europe. Donc ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour éviter toute cette pollution particulière qui tue beaucoup plus d'individus pour le moment que le coronavirus, puisque 400 000 morts à peu près en Europe sur la pollution, majoritairement des voitures, hein, c'est pas rigolo, hein, et on n'en parle pas trop, hein, le coronavirus c'est moins, bien que ça peut exploser, mais nos réseaux sociaux et notre façon de réagir fait qu'on va avoir des morts, mais quand même moins. Actuellement, on a une saturation des hôpitaux en France, l'Allemagne, on voit que ça marche pas comme ça, parce que leur système n'est pas du tout le même pour d'autres raisons, hein. Lander, je l'explique, regardez mes vidéos, et ils restent producteurs de matériel médical en grande quantité qu'ils exportent partout. Donc voilà ce que j'avais à dire. On peut aussi avoir des systèmes pour réguler les bouchons, hein, parce que c'est pas les voitures qui polluent principalement, la cause, et c'est le fait d'avoir des bouchons et des voitures qui restent pendant des heures avec des pots d'échappement les uns contre les autres en train de polluer. Là, vous avez pollution gazeuse et particulière. Et là, il faut vraiment avoir une politique avec des ordinateurs, qui régulent, hein, avec les feux et tout, qui vont réguler le trafic routier. On a les moyens maintenant d'avoir un système informatique capable de réguler des axes routiers, puis refaire des axes routiers plus larges, et mieux régler en évitant d'avoir des lieux d'engorgement. Hein. Donc Villani avait proposé quelque chose de très bien, avait proposé une gestion informatique de tout Paris pour régler les systèmes des bouchons par une observation et un réglage des feux automatiques. C'était très intelligent puisque c'est un mathématicien, donc il avait réfléchi en pragmatique mathématicien, donc je dis bravo Villani pour ça, hein, c'était une idée qui était assez géniale, il avait de très bonnes idées, il est un peu bobo parfois, mais il avait de très bonnes idées issues de sa formation de mathématicien, hein, formation aussi, l'idée de regarder un peu ce qu'avait fait dans la rénovation de Moscou, je crois que c'était Moscou, avec une meilleure configuration des appartements. Il y a eu un très gros travail de la mairie moscovite pour faire des logements plus humains et mieux faits. Alors ça a été très dur, mais ça l'a fait à la ruse, donc toi tu dégages, on casse ça, on te met ton appartement ailleurs, on rénove tout, ce qui permet de créer des logements. Il avait dit qu'il fallait s'appuyer là-dessus, c'était pas bête du tout, hein. Donc il a quand même, c'est un des rares qui avait vraiment une bonne vision. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore d'autres trucs pour les constructeurs automobiles. Les pollutions gazeuses et particulières sont particulièrement intenses dans les tunnels, et les pollutions gazeuses aussi. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre sur les voitures des détecteurs de tunnels, qui fait que quand les voitures arrivent au niveau des tunnels, les voitures se mettent à avoir un blocage automatique de l'aération, donc plus de prises extérieures, et on tourne en interne. Ce sont des petits trucs que les constructeurs peuvent faire. Alors PSA, vous qui êtes excellent, hein, il ne faut pas attaquer PSA. PSA a quand même sauvé beaucoup de monde en m'écoutant. Il a l'intelligence de m'écouter et l'intelligence de faire ça. Il est avant tout le monde, 10 ans avant tout le monde. Il est premier à avoir fait des filtres antiparticules sur les voitures sans directive française et sans directive européenne. C'est-à-dire qu'on ne leur imposait pas et ils l'ont fait. Alors bien sûr, il y a une démarche commerciale là-dedans, mais il y a quand même le fait d'avoir été avant, donc on ne peut pas jeter la pierre à PSA. C'est pour ça que la prochaine voiture que je prendrai, si je suis en ville, mais là je suis à l'étranger, je traverse l'Europe, j'ai mon fils, je suis obligé de bosser avec l'Europe, je travaille des palettes, je travaille pas mal de trucs, et je me déplace, je suis obligé de prendre une grosse 4x4 pick-up, un pick-up pour mettre des trucs à l'arrière, c'est pas pour frimer en ville, c'est parce que je me déplace beaucoup, maintenant moins. Et si je suis en ville, je prendrai bien sûr, si je me retrouve par exemple à Paris ou en France, ce qui peut arriver, puisque je bosse aussi avec l'industrie française, hein, avec des usines françaises, je prendrai, pour remercier PSA, une de leurs voitures pour vraiment PSA, et je ne sais pas comment ça se fait, est vraiment moral au niveau de ses constructions. C'est vraiment une boîte qu'il faut encourager, hein. Si vous avez acheté une voiture, je ne fais pas de pub, je ne gagne rien là-dessus, mais pour leur démarche de bien de protection du groupe dans leur construction, il n'y a pas que des voyous, hein. Ils sont quand même très 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 corrects, hein. Il faut leur reconnaître le fait d'avoir sorti le premier pot anti-particules, donc c'est bien.
Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc PSA, si tu m'écoutes, le directeur de PSA, je crois que j'appellerai Pierre Macaudière, je serai de le joindre, qui est un des responsables du bloc moteur, pour lui proposer justement peut-être ces systèmes pour bloquer à l'entrée des tunnels. C'est pareil, les tunnels de voitures, les tunnels, c'est une catastrophe au niveau pollution. On ne pourrait pas la gueule, pollution particulière, pollution gazeuse, c'est une horreur. Faudrait faire dans les tunnels même des systèmes de filtration haute performance. Ça coûte cher, mais il faudrait faire ça, obliger les villes, les agglomérations à créer des systèmes de purification d'air des tunnels, parce que ça, c'est une catastrophe pour les gens qui les empruntent et les gens qui les nettoient. Il faut savoir qu'il y a des gens qui nettoient toutes ces particules fines, parce que même les bons moteurs antiparticules sont pas bien réglés, et puis il faudrait faire des lois sévères pour vérifier tous les 2 mois ou 3 mois les filtres antiparticules catalytiques déjà, et puis faire des normes européennes pour déjà mettre ces pots à l'arrière des voitures, de toutes les voitures européennes, qui bloquent les particules, et on peut réutiliser, ce serait des filtres, je sais pas, peut-être diatomées, il n'y en a peut-être pas assez, mais filtres céramiques, mais au lieu de les avoir à l'intérieur, pas changer, ça serait des filtres plus petits qu'on peut changer, et après qu'on peut réutiliser, qu'on peut nettoyer, qu'on peut reconditionner, et à mon avis, avec l'argent que les villes, les agglomérations et que les constructeurs vont tirer de ça, il y a de quoi générer une magnifique politique écolo, mais écolo intelligente. On ne va pas faire de l'écolo bidon, c'est-à-dire de l'écolo qui permette à l'industrie de continuer à fonctionner et aux gens de continuer à vivre, à les travailler de façon intelligente, pas pour consommer des merdes, travailler pour faire vivre une communauté d'une façon harmonieuse. Et des fois, on est obligé de livrer les gens avec des camions, on est obligé de se déplacer pour le transport. Voilà, il faut savoir que si moi, par exemple, je suis en Hongrie, j'ai une 4x4, une grosse 4x4, dans ma ville, globalement, je me déplace en vélo parce que je suis encore en forme, tu vois. Et ma 4x4, je l'utilise uniquement pour aller faire mes courses quand il n'y a pas d'embouteillage. Je roule très lentement et en plus, très peu de parties. Il y a peu de risques. Je ne fais pas des tours des kilomètres. Ou pour traverser l'Europe quand il neige, quand il pleut, dans des zones Europe centrale qui ne sont pas forcément évidentes. Quand vous passez la Slovaquie, la Slovaquie et la Tchéquie, dans ces montagnes-là, vous avez beaucoup de neige, beaucoup de pluie, ce n'est pas le climat français. Et puis quand vous allez en Autriche, vous apercevez que dans les montagnes autrichiennes, les gens ont souvent des 4x4 parce que il faut déneiger, et ce sont des lieux où il y a une utilité. Un 4x4 n'a aucune utilité si vous habitez à Paris, si ce n'est pour aller devant un café, frimer. C'est une aberration totale. Il faut avoir l'utilité de sa voiture, tout simplement. Donc il faut aussi passer ce côté un peu bidon de vouloir s'exposer avec une voiture, une conduite sportive, comme si une conduite pouvait être sportive. Non mais qu'est-ce qu'on est débile, Non, il faut avoir des outils. On a Tesla qui est en train de faire pour le moment même des pick-up électriques, donc ils commencent à travailler sur des projets qui sont très très bien. On travaille aussi sur l'hydrogène, avec des espèces de compresseurs électriques aussi dessus. Je sais pas ma spécialité, mais on voit qu'on bosse déjà à l'après-pétrole, mais l'après-pétrole ne vient pas tout de suite, pour la bonne raison que nous on en a encore énormément et que ça peut aider le temps qu'on en ait encore. Il faut mettre toute une politique antiparticulaire, parce que plus que le réchauffement climatique, ce qui vous tue et qui tue les gens, c'est la pollution gazeuse, mais surtout la pollution particulière. Et là, on peut tous être fiers d'avoir la France avec PSA, qui est le premier à avoir fait le filtre antiparticules, et tout le monde l'a repris après. Voilà, petite vidéo du soir espoir, parce que c'était lié au coronavirus, et la pollution est quelque chose de terrible, pas celle qu'on croit, la particulière, c'est vraiment une des plus grosses plaies de nos civilisations occidentales, basées sur l'automobile, et il y a moyen de réduire, et maintenant ce virus nous permet d'avoir une politique globale, puisqu'elle nous a permis de comprendre qu'on pouvait s'arrêter plusieurs mois dans cette course effrénée à la productivité, à la rentabilité et aux bénéfices. Ce virus nous a recentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire vivre, aimer et être ensemble, plutôt que courir après une productivité qui est ridicule. Accumuler, produire, et quand on meurt, il nous reste quoi? L'important, c'est les bonnes actions qu'on a faites, l'amour qu'on a donné, et nos enfants, et le savoir qu'on a transmis. C'était Fred Delavier, paix sur terre, et à bientôt.
Et nous allons nous en sortir, ou pas, mais globalement l'humanité va s'en sortir et n'en sortira que plus forte et plus intelligente de cette épreuve qui nous soude en vérité et qui nous rend plus forts, plus intelligents et qui nous recadre dans le chemin que nous devons prendre. Nous en étions éloignés et maintenant nous revenons dans le droit chemin. C'était Frédéric Delavier, à bientôt et paix sur terre.